Allez, aujourd'hui, on part à la découverte d'un des empires les plus fascinants et, franchement, les plus méconnus d'Afrique, le royaume Congo. C'est une histoire incroyable de pouvoir, de foi et de la rencontre parfois explosive entre deux mondes. Une épopée qui s'étend sur plus de 500 ans. On va commencer par une question qui, je pense, va bousculer pas mal d'idées reçues. Imaginez un peu. On est au XVe siècle. L'Europe sort à peine du Moyen-Âge. Et là, au cœur de l'Afrique, un royaume puissant décide d'adopter le christianisme comme religion d'État. Et oui, c'est bien l'histoire complètement dingue du Congo. Bon, mais alors, comment tout ça a commencé? Pour comprendre, il faut qu'on remonte le temps, jusqu'à la fin du XIVe siècle. On est dans une région qui couvre aujourd'hui le nord de l'Angola et une partie des deux Congos. Tout démarre donc vers 1390. Il y a un chef, un vrai visionnaire qui s'appelle Nimi Alukeni. Et lui, il réussit le tour de force d'unifier plusieurs clans. Il fonde une capitale, Manza Congo, et son objectif est très clair. Prendre le contrôle des routes commerciales, celles du cuivre et de l'ivoire, qui sont hyper précieuses. C'est la naissance d'une nouvelle puissance. Et attention, quand on dit puissance, on ne mâche pas nos mots. Pour qu'on se rende bien compte de l'échelle, à son apogée, le royaume s'étendait sur 400 km à l'intérieur des terres. C'était un territoire immense, super bien administré, bref, une vraie force dominante en Afrique centrale. Et c'est là qu'on arrive au moment où l'histoire du Congo bascule de façon spectaculaire. C'est la rencontre avec des explorateurs venus d'un autre continent qui vont absolument tout changer, les Portugais. Le premier contact a lieu en 1483. Moins de 10 ans plus tard, le roi lui-même se fait baptiser. Mais le vrai tournant, le moment clé, il arrive avec son fils, Afonso Ier. Quand il fait du catholicisme la religion d'État en 1506, ce n'est pas juste un choix de foi. C'est un calcul politique et diplomatique absolument génial pour moderniser son royaume et le faire jouer dans la cour des grands sur la scène mondiale. Et les conséquences, elles sont énormes. La capitale change de nom, elle devient Sao Salvador, mais plus important encore, on voit apparaître une toute nouvelle classe dirigeante, une élite qui lit, qui écrit et qui négocie en portugais. Ça crée un pont culturel complètement unique entre l'Afrique et l'Europe. Bon, on a parlé politique, religion, mais la vie de tous les jours, dans cette civilisation au Congo, ça ressemblait à quoi? Jetons un petit coup d'œil à ses fondations culturelles, ça vaut le détour. Alors, le pouvoir était très centralisé autour du roi, qu'on appelait le Mani-Congo. C'est la langue Kikongo qui unifiait tout ce monde, et l'économie, elle, reposait sur une agriculture très prospère. Et puis il y a l'art. L'art est juste fascinant. Prenez les statues Nkisi, par exemple. Ce ne sont pas de simples sculptures, C'était de véritables objets de pouvoir spirituel, des intermédiaires avec le monde des esprits. Mais voilà, après cet âge d'or, une période beaucoup plus sombre s'annonce. La relation avec le Portugal, qui avait l'air si prometteuse au début, va commencer à se fissurer sérieusement. Des forces destructrices vont saper les fondations mêmes du royaume. Le contraste est vraiment saisissant. Au début, on avait une relation basée sur l'échange, diplomatie, commerce, religion. Et puis, ça se transforme en une dynamique d'exploitation pure et simple. Les Portugais commencent à se mêler des guerres de succession et surtout, il y a la demande insatiable de la traite négrière transatlantique qui va littéralement empoisonner toute la région et le royaume de l'intérieur. Le coup de grâce, il arrive en 1665. C'est la bataille de Mbuela. Le roi Antonio Ier est tué en combattant les Portugais. C'est une défaite absolument catastrophique. Avec sa mort, l'autorité centrale s'effondre et le royaume se fracture en 1000 morceaux. Le déclin va être long et douloureux. Après 1665, le royaume n'est plus qu'une mosaïque de petits États qui se font la guerre. Il finit par devenir officiellement un vassal du Portugal à la fin du XIXe siècle, et le coup final, c'est en 1914. Le titre de roi du Congo est tout simplement aboli. C'est la fin d'une époque. Mais on pourrait se dire que c'est la fin de l'histoire. Eh bien, pas du tout. Parce que même si le royaume politique a disparu, son héritage culturel, lui, est extraordinairement vivant. Et c'est peut-être ça l'aspect le plus incroyable de toute cette épopée. Pour bien comprendre cet héritage, il y a un mot-clé à retenir, le syncrétisme. C'est l'idée que deux systèmes de croyances, au lieu de s'annuler, vont en fait se mélanger pour créer quelque chose de complètement nouveau, de totalement unique. Et ce processus de fusion, on le voit partout. Le dieu créateur traditionnel, Nzambi Pongu, n'a pas été remplacé par le dieu chrétien, non, il a fusionné avec lui. Les ancêtres qui étaient vénérés, les Bakula, ont trouvé leurs équivalents dans les saints catholiques. Les rituels n'ont pas disparu, ils se sont juste transformés. Et c'est ça le point qui est absolument fondamental. Le christianisme n'a pas été imposé sur une page blanche. Il a été absorbé par une structure spirituelle qui existait déjà et qui était très forte. Cette vision du monde avec d'un côté le royaume des vivants et de l'autre celui des esprits. La fondation est restée Congo, même si on a repeint les murs avec des couleurs chrétiennes.
Ce qui nous amène à une toute dernière question pour conclure. Finalement, l'histoire du royaume Congo, c'est l'histoire d'une destruction par des forces extérieures ou c'est plutôt celle d'une transformation, d'une adaptation incroyablement résiliente? Comme souvent en histoire, la réponse se trouve sans doute un peu entre les deux.